Romuald et chers collègues, j'ai l'insigne honneur ce matin de vous présenter ce topo sur l'épidémiologie du cancer du sein en Afrique au sud du Sahara. Alors, pour ce faire, je vais sur le plan suivant. L'introduction pour planter un peu le décor. Nous parlerons ensuite de l'Afrique au sud du Sahara, sur sa définition, mais Romuald en a déjà assez bien parlé. Je pense que ce chapitre, je pourrais m'en passer après. Nous aborderons successivement l'incidence, la mortalité, les facteurs de risque. Nous dirons un mot de la prévention avant de conclure. En introduction, je vais rappeler que le cancer est un problème majeur de santé publique dans le monde. Selon l'OMS, il y a plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde. Et pour ces 19 millions de nouveaux cas, environ 10 millions de décès chaque année. La charge du cancer est en augmentation dans le monde, mais tout particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Et l'on estime, selon les données de l'OMS, que si rien n'est fait, 70% des décès dus au cancer surviendront dans les pays en voie de développement comme les pays d'Afrique au sud du Sahara. Le cancer du sein est la principale cause de morbidité par cancer en Afrique au sud du Sahara. Bien que son incidence soit parmi les plus faibles au monde, la mortalité y est parmi les plus élevées, ce qui dénote de l'intérêt qu'il y a à expliquer cette surmortalité observée en Afrique au sud du Sahara. Alors, qu'est-ce que l'Afrique au sud du Sahara? Étymologiquement, l'Afrique au sud du Sahara, c'est l'ensemble des pays du continent africain qui se situent au-dessous du désert du Sahara. Mais malheureusement, cette définition manque de consensus. L'Afrique au sud du Sahara regroupe donc 44 à 48 pays selon les classifications. Par exemple, pour la Banque mondiale, le Soudan n'est pas un pays d'Afrique au sud du Sahara, pendant que la Mauritanie en est un. Et pour d'autres organisations, donc le nombre de pays va varier, mais au maximum, il y a 48 pays dans les pays d'Afrique au sud du Sahara. En ce qui concerne la population de l'Afrique au sud du Sahara, depuis 1960, la date des indépendances pour la plupart des pays du continent, la croissance de la population a connu une évolution exponentielle. Actuellement, on estime que la population d'Afrique au sud du Sahara est d'environ 1,17 milliard d'individus. Et cette population va probablement, selon les données de la Banque mondiale, cette population va probablement doubler d'ici 2050. Quelques particularités de l'Afrique au sud du Sahara. Il s'agit d'une région relativement pauvre, avec des spécificités socioculturelles qui peuvent avoir un impact sur le système de santé. Ce système de santé est lui-même parfois défaillant, avec un plateau technique souvent insuffisant. D'où la nécessité de trouver des solutions efficientes et culturellement acceptables lorsqu'on veut mettre en place des interventions de santé publique sur le continent. Il faut dire aussi un mot des femmes en Afrique au sud du Sahara qui constituent une couche particulièrement vulnérable. Bien que les femmes soient vulnérables sur le continent, elles vont être le pilier de la société, le pilier de la famille. La plupart du temps, elles vont contribuer à la subsistance de la famille, mais aussi être responsables de l'éducation des enfants. Sur cette image, vous avez l'image typique de la femme africaine, son bébé sur le dos, donc elle gère l'éducation des enfants, mais c'est elle qui va amener les revenus dans la famille. Et lorsqu'une maladie va toucher cette femme, ce n'est pas seulement la femme que cette maladie touche alors toute la famille, toute la société et pourquoi pas tout le continent. Alors, il est temps de parler donc de cette maladie qui touche aux femmes d'Afrique au sud du Sahara. Le cancer du sein. Il faut savoir que le cancer du sein est le premier cancer le plus diagnostiqué au monde depuis 2020. Jusqu'en 2020, c'était le cancer du poumon qui était le cancer le plus diagnostiqué au monde, mais depuis 2020, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en termes d'incidence dans la majorité des pays du monde. Donc, dans 154 des pays du monde, le cancer du sein est le principal cancer de la femme. Sur cette image, vous voyez en rose les pays où le cancer du sein est le premier cancer de la femme. En termes d'incidence, cette incidence est très variable en fonction des régions du monde. Sur cette carte, vous allez voir, l'incidence est matérialisée par un gradient de couleur bleue. Plus la couleur est foncée, plus l'incidence du cancer du sein est élevée dans le pays en question. Et vous remarquez avec moi que les pays occidentaux, notamment ceux d'Amérique du Nord, ceux d'Europe de l'Ouest et l'Australie, sont les pays les plus touchés par le cancer du sein, avec une incidence qui est d'environ 57 cas, plus de 72 cas pour 100 000 femmes. Alors que les pays d'Afrique au sud du Sahara sont les pays les moins touchés en termes d'incidence, avec une incidence qui est, dans la plupart des cas, inférieure à 56 cas pour 100 000 femmes. Donc, pratiquement 2 tiers en moins. Donc, on voit ici que l'incidence du cancer du sein est la plus faible dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, comme je l'avais dit en introduction.
Dans la plupart des pays du monde, on observe une augmentation de la fréquence du cancer du sein. Cette augmentation est plus ou moins homogène dans tous les pays. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence entre l'augmentation chez les femmes blanches américaines et chez les femmes noires américaines. Les femmes blanches américaines, c'est la courbe orange qui est au-dessus. Et les femmes noires américaines, c'est la courbe noire qui est juste au-dessous de cette courbe orange. Et vous voyez que la progression est beaucoup plus rapide chez les femmes noires que chez les femmes blanches en Occident. Et vous avez éventuellement cette progression dans beaucoup d'autres pays du monde, comme l'Espagne, la Slovaquie, la Colombie, l'Inde et l'Ouganda, qui a une progression exponentielle du nombre de cas de cancer du sein entre 1980 et 2010. Alors, on a réalisé une étude à l'échelle du continent africain pour évaluer l'incidence des différents cancers. Et on s'est rendu compte que le cancer du sein est le premier cancer, tous sexe confondus, en Afrique au sud du Sahara, avec plus de 129 000 nouveaux cas. Loin devant le cancer du col, 110 000 nouveaux cas, et le cancer de la prostate, seulement 77 000 nouveaux cas. Lorsqu'on regarde maintenant un peu en détail sur le continent, il y a 28 pays d'Afrique au sud du Sahara, dont le Bénin, le Sénégal, dont le Bénin et le Nigeria, où le cancer du sein est le premier cancer de la femme en termes d'incidence. Et ce cancer en termes d'incidence devance le cancer du col de l'utérus, qui est le premier cancer de la femme dans 19 pays. Donc le cancer du sein, c'est les pays en mauve, et le cancer du col de l'utérus, c'est les pays représentés en rose, donc comme le Sénégal par exemple. Au Bénin particulièrement, le cancer du sein est le premier cancer, tous sexes confondus. Il représente environ 15,8% de l'ensemble des cancers pour 1000 nouveaux cas chaque année, devant le cancer de la prostate qui ne représente que 12,3% de l'ensemble des cancers diagnostiqués au Bénin. Une étude réalisée en milieu hospitalier par Tonato Bayan et collaborateurs a permis de confirmer non seulement que le cancer du sein était le premier cancer de la femme au Bénin, notamment en milieu hospitalier, mais aussi que 70% des femmes atteintes d'un cancer du sein venaient au stade tardif de la maladie. Le stade tardif, c'est les stades 3 et les stades 4. Ce qui montre vraiment qu'il y a une défaillance donc, dans la prévention de ces cancers dans notre pays. Lorsqu'on regarde de plus près, cette étude réalisée dans les hôpitaux de Cotonou a permis de montrer que le pic de fréquence du cancer du sein était observé entre 40 et 50 ans, ce qui est vraiment très, très jeune comme âge si l'on compare aux pays occidentaux où, en général, la médiane de survenue du cancer du sein est autour de 60-62 ans. Lorsqu'on regarde plus en détail les courbes d'incidence du cancer du sein, c'est la courbe en bleu que vous voyez sur votre écran. On voit qu'il y a deux pics d'incidence, un qui est autour de 45 ans, mais un second pic d'incidence qui est autour de 70 à 75 ans. Et lorsqu'on compare maintenant l'incidence du cancer du sein à Cotonou, on se rend compte qu'elle est légèrement plus faible que l'incidence des cancers du sein dans d'autres pays plus développés de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais qu'elle est 5 fois inférieure à l'incidence retrouvée chez les femmes noires aux États-Unis. Alors, qu'en est-il de la mortalité? Je ramène d'abord cette carte pour vous rappeler que l'Afrique au sud du Sahara avait l'incidence la plus faible au monde pour les cancers du sein et que l'incidence la plus forte était vue dans les pays développés, notamment les pays d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, en Australie et dans les pays plus ou moins développés d'Amérique du Sud. Alors, lorsqu'on compare ce map à celui de la mortalité, la situation est totalement inverse. Les pays qui sont en rouge foncé sont les pays où la mortalité, cette fois-ci, est très élevée, et les pays qui sont en rose très clair, ce sont les pays où la mortalité est la plus faible. On remarque alors que bien que l'incidence du cancer du sein soit la plus faible au monde, la mortalité qui est la plus élevée en Afrique au sud du Sahara, ce qui dénote vraiment d'une suivi très médiocre. En langage simple, ça veut dire que nous avons peu de cancer du sein, mais toutes les femmes pratiquement atteintes d'un cancer du sein vont mourir de leur cancer du sein. Et lorsqu'on regarde un peu pour voir au niveau des pays, on se rend compte que le cancer du sein est le cancer le plus mortel dans 27 des 48 pays africains, donc dans la majorité des pays d'Afrique au sud du Sahara. Alors ici, je me suis un peu amusé à comparer le rapport nombre de nouveaux cas sur décès pour plusieurs régions du monde. Alors dans le monde, pour 100 nouveaux cas de cancer, on enregistre environ 30 décès chaque année.
Dans les pays très développés comme les pays d'Amérique du Nord, sur 100 nouveaux cas, chaque année, on enregistre 22 décès. Malheureusement, dans les pays en voie de développement d'Afrique au sud du Sahara, comme le Bénin, la mortalité est de 53%. Elle est 2 fois celle observée dans les pays développés et pratiquement 2 fois la moyenne mondiale. Ce qui montre qu'il y a vraiment un problème sur la mortalité liée au cancer du sein dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara et qu'il faut y apporter donc, des solutions pour éviter donc, cette hécatombe-là. Lorsqu'on regarde plus l'évolution cette fois-ci de la mortalité dans les principaux pays du monde, on se rend compte que la mortalité baisse dans la plupart des pays du monde, alors qu'elle est en augmentation en Afrique au sud du Sahara. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette surmortalité? Comment peut-on expliquer que bien que l'Afrique au sud du Sahara ait l'incidence la plus faible au monde en matière de cancer du sein, quelle est alors la mortalité la plus élevée? Comment expliquer que bien que la mortalité diminue dans la plupart des pays du monde, elle est en augmentation dans les pays d'Afrique au sud du Sahara? La première raison pour expliquer cette mortalité est une raison qui est inhérente à la femme noire. On remarque lorsqu'on compare la mortalité des femmes noires vivant en Europe et en Amérique, dans des conditions où elles ont, on pourrait le croire, un accès aux soins, on se rend compte qu'elles ont 40% de plus de risque de décès que les femmes européennes. Donc, les femmes américaines noires ont 40% de plus de risque de décéder d'un cancer du sein que les femmes européennes. Elles ont en général un mauvais pronostic, même si le traitement est accessible. Elles développent en général des cancers plus agressifs et le stade au diagnostic est souvent tardif. Donc, en réalité, le fait d'être noire, d'être une femme noire, expose à un cancer plus agressif et plus mortel, même lorsqu'on a accès au traitement. Ce qui a fait dire à certains auteurs que le cancer du sein est la plus remarquable des disparités basées sur la race en oncologie. C'est un cancer qui a tendance à être plus méchant chez la femme noire que chez la femme blanche, même quand celle-ci vit dans un milieu où elle a accès au traitement, malheureusement. En plus de ces facteurs qui sont inhérents à la femme noire, les femmes d'Afrique au sud du Sahara vont être victimes d'autres facteurs. Le premier d'entre eux, c'est le retard au diagnostic. Ceux qui sont médecins parmi vous savent très bien que c'est lorsque la tumeur est volumineuse et est devenue très fétide que les femmes vont consulter dans leur contexte. Le second obstacle à l'amélioration de la mortalité chez les femmes d'Afrique au sud du Sahara, c'est le contexte socio-culturel. Il y a beaucoup de freins à la prise en charge du cancer du sein dans nos pays et le cancer du sein est parfois considéré comme une maladie taboue, ce qui n'arrange pas le suivi des patientes. Le troisième facteur va être la difficulté d'accès au traitement. La plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara ne disposent pas de toutes les options thérapeutiques. Par exemple, le Bénin ne dispose pas de radiothérapie. Or, la radiothérapie est un traitement indispensable pour la prise en charge des cancers du sein localement avancés qui sont le plus souvent retrouvés dans notre contexte. Le Bénin ne dispose pas de l'immunothérapie. Or, l'immunothérapie est un traitement qui est devenu une référence dans certaines formes de cancer du sein particulièrement agressives que l'on retrouve dans notre pays. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples qui montrent qu'il y a une difficulté d'accès au traitement pour les femmes du Bénin et d'Afrique au sud du Sahara en général. Et puis, il y a un quatrième facteur que je vais citer, c'est la dysfonction du système de santé. Même lorsque les femmes viennent à CETU, même lorsqu'elles n'ont pas d'obstacle socio-culturel, même lorsque le traitement est disponible, le système de santé, lorsqu'il n'est pas adéquat, va faire que le pronostic de la patiente va être péjoratif, même si tous les autres obstacles ont été levés. On va voir tous ces facteurs un peu plus en détail. Alors, là, vous avez à votre gauche une image d'un cancer du sein. Je vous assure que ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. En général, les femmes viennent avec des cancers beaucoup plus avancés que ce que vous avez sur cette image-là. Malheureusement, dans 70% des cas, les patientes viennent avec un cancer du sein au stade avancé. Il n'y a pas de radiothérapie. La thérapie ciblée, qui est indispensable dans certains types de cancer du sein, est peu disponible. Par exemple, une dose de thérapie ciblée, le trastuzumab ou le pertuzumab, coûte environ 100 fois le SMIC. Donc, lorsque vous avez une dame qui est une vendeuse d'ananas, une vendeuse de tomates, qui gagne le SMIC, une seule dose de thérapie ciblée revient à 60 à 100 fois son salaire mensuel. Donc, autant dire que c'est impossible pour cette femme d'avoir accès au traitement. Et au cours d'un travail à Cotonou, on a essayé de voir la survie des femmes atteintes d'un cancer du sein et de voir en comparaison. Et on remarque que lorsque les femmes consultent
plus de 6 mois après l'apparition des premiers symptômes du cancer du sein, c'est la courbe en bleu, leur suivi est beaucoup plus faible, est beaucoup plus élevé que lorsqu'elles consultent plus de 6 mois après les premiers symptômes du cancer du sein. Donc, le retard au diagnostic est un élément péjoratif de la suivi chez nos femmes. Les particularités socioculturelles retrouvées en Afrique vont aussi interférer. Ce travail qui a été mené au Nigeria a montré que c'est la peur de se voir opérer du sein qui est la principale cause de retard diagnostique chez les femmes ayant un cancer du sein au Nigeria. Et il m'est arrivé dans ma pratique quotidienne clinique de voir des femmes de 82 ans qui préfèrent mourir avec leur cancer du sein plutôt que de se faire opérer. L'autre élément qui est corrélé aux deux premiers, c'est le stade au diagnostic. Comme je vous l'ai dit, dans notre pays, environ 70% des femmes vont venir avec un cancer du sein au stade tardif et on voit que ce stade tardif est associé significativement à une survie plus péjorative. Donc, sur cette courbe, vous avez les stades précoces qui sont les courbes les plus hautes avec une survie qui est très bonne et les deux courbes en bas, c'est les stades tardifs avec une survie qui est beaucoup plus réduite. Il y a une autre particularité du cancer du sein chez la femme en Afrique au sud du Sahara, c'est le type moléculaire. Tous les cancers du sein ne sont pas identiques. Le cancer du sein est en réalité un ensemble hétérogène de plusieurs maladies de pronostics différents. Les cancers de bon pronostic, on appelle ça les cancers luminales. Et le cancer de meilleur pronostic est le cancer luminal A. C'est celui qui est en bleu foncé. Et c'est le cancer le plus fréquent, celui qui est en bleu clair, hein. En bleu clair, je m'excuse. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme européenne et chez la femme caucasienne. À l'extrémité du spectre, en termes d'agressivité, le cancer le plus agressif est le cancer du sein triple négatif. Et malheureusement, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme noire. Comme vous le voyez, il représente environ 31% des cancers du sein diagnostiqués au Bénin, alors que c'est le type moléculaire le plus rare chez les femmes européennes et américaines blanches. Et lorsqu'on compare les courbes de survie des femmes ayant un cancer de type luminal aux courbes de survie des femmes ayant un cancer du sein triple négatif, on voit que les femmes ayant un cancer du sein triple négatif ont une mortalité beaucoup plus élevée que les femmes qui ont un cancer du sein luminal. Ce qui explique donc cette surmortalité qu'on retrouve dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara. L'autre élément qui peut expliquer cette surmortalité, c'est l'accès au traitement. Une étude a été réalisée dans 12 pays d'Afrique au sud du Sahara, dont le Bénin, et cette étude a montré qu'environ 35% des femmes d'Afrique au sud du Sahara n'avaient pas d'accès au traitement. Et environ 18% d'entre elles avaient un traitement qui était non adapté. Seulement un quart des femmes, donc 25% en Afrique au sud du Sahara, ont accès à un traitement adapté lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Donc, 75% des personnes n'ont pas accès au traitement recommandé pour la prise en charge de leur cancer. Ces proportions varient beaucoup d'un pays à un autre. Malheureusement, le Bénin n'est pas à la pointe avec pratiquement un quart des femmes qui n'ont aucun accès au traitement lorsqu'elles sont diagnostiquées d'un cancer du sein. Les meilleurs taux sont observés en Namibie, où environ 50% des femmes ont accès à un traitement adéquat lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Cette même étude a permis de mettre en évidence l'impact du système de santé sur la survie des femmes atteintes d'un cancer du sein. Alors, sur cette courbe de survie, vous avez la courbe verte. La courbe verte, c'est la courbe de survie des femmes qui ont un traitement qui respecte les recommandations internationales. On remarque que cette survie est très élevée lorsque les recommandations sont respectées. La courbe noire, c'est celle des femmes qui n'ont pas accès au traitement. Et la courbe jaune, c'est la courbe des femmes qui ont un traitement inadéquat. Vous vous rendez compte que parfois, les femmes qui ont un traitement inadéquat ont une survie inférieure aux femmes qui n'ont pas de traitement. En d'autres termes, le système de santé et la prise en charge thérapeutique dans nos hôpitaux peut être responsable donc d'une surmortalité chez les patientes atteintes de cancer du sein dans nos pays. Alors, une fois qu'on a vu l'incidence, qu'on a vu la mortalité, il faut s'intéresser un peu aux facteurs de risque. Je n'insisterai pas particulièrement sur les facteurs de risque parce qu'ils ne sont pas particulièrement spécifiques à l'Afrique au sud du Sahara, hormis les facteurs génétiques dont je parlerai, mais on va y passer très rapidement. Alors, un facteur de risque, c'est une condition qui est associée à l'augmentation de l'incidence d'une maladie ou d'un traumatisme. J'ai matérialisé le facteur de risque par ce requin qui menace donc le sein de la femme. Et ce requin, en réalité, c'est l'hyperestrogénie. Pratiquement, la plupart
plupart des facteurs de risque du cancer du sein vont tourner autour de l'hyperestrogénie. C'est l'augmentation relative du taux d'œstrogène qui va être responsable de la plupart des facteurs de risque du cancer du sein. Alors, ces facteurs sont de manière plus spécifique l'âge précoce des premières règles. Cet âge précoce des premières règles augmente d'environ 50% le risque de développer un cancer du sein si les premières règles interviennent avant 12 ans. De même, la ménopause tardive, soit la ménopause après 50 ans, augmente d'au moins 3% pour chaque année supplémentaire le risque de développer un cancer du sein après la ménopause. L'usage de contraceptifs oraux, notamment les oestrogestatifs, augmente d'environ 25% chez les femmes le risque de développer le cancer du sein lorsqu'elles l'utilisent couramment. Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, qui sont très peu utilisés chez les femmes d'Afrique au sud du Sahara, mais qui commencent à l'être, sont aussi associés donc à une augmentation du risque du cancer du sein. Alors, sur ce graphe qui a été publié par l'Organisation mondiale de la santé, on voit qu'il y a une relation quasi linéaire à gauche entre l'âge des ménages et le risque de développer un cancer du sein. Donc, lorsque la femme a les ménages à 10 ans, elle a 1,2 fois plus de risque de développer le cancer du sein, alors que lorsqu'elle a les premières règles à 17 ans, environ ce risque revient à 0,9. Lorsque on observe donc la même relation entre le risque de développer un cancer du sein et l'âge de la ménopause. Les femmes qui ont une ménopause à 35 ans ont un risque évalué environ à 0,7, alors que les femmes qui ont une ménopause beaucoup plus tardive ont un risque évalué à 1,1. Certains agents, notamment les progestatifs, les œstroprogestatifs oraux, augmentent aussi bien le risque du cancer du sein que le cancer du foie et le cancer du col de l'utérus. Je sais que les collègues gynécologues n'aiment pas beaucoup qu'on en parle parce qu'ils ont peur que cette information nuise à la planification familiale, mais je pense qu'il est important donc d'informer les femmes, notamment celles qui ont des facteurs de risque particuliers, pour qu'elles fassent attention. Le risque va donc varier aussi en fonction du type d'œstroprogestatif utilisé. Et donc, vous voyez que tous les œstroprogestatifs ne présentent pas le même risque de développer un cancer du sein. Les autres facteurs de risque sont la nulliparité. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas mené de grossesse à terme avant l'âge de 30 ans présentent environ 25% de cancer du sein. L'allaitement développé un cancer du sein sur le continent africain est de plus en plus fréquent. Sur ce diagramme qui a été publié par l'OMS, on remarque une augmentation exponentielle du risque de cancer du sein en fonction de la consommation d'alcool en grammes. Donc, le risque relatif est d'environ 1. Lorsque la femme ne consomme pas d'alcool, il passe à pratiquement 4 lorsqu'elle consomme 150 grammes d'alcool par jour. On remarque ici, vous ferez attention à la flèche en rouge, qu'environ 8,8% des cancers du sein sont dus à la consommation d'alcool de par le monde. Les facteurs qui peuvent être spécifiques à l'Afrique au sud du Sahara, c'est essentiellement les facteurs génétiques. Et notamment, il existe des mutations, tout le monde connaît les mutations BRCA1 et BRCA2. Alors, plusieurs études ont montré que les femmes africaines, notamment celles nées dans les Caraïbes, ont 7 fois plus de mutations génétiques délétères qui pourraient favoriser le cancer du sein que les femmes caucasiennes vivant dans la même zone géographique. Je parle sur les radiations ionisantes qui ne sont pas des facteurs de risque très importants. Alors, ces facteurs de risque doivent être divisés en facteurs de risque modifiables et en facteurs de risque non modifiables, ce qui va permettre donc d'axer la prévention. Les facteurs de risque non modifiables sont essentiellement le sexe, l'âge, la puberté précoce, la ménopause tardive et les facteurs génétiques et familiaux. Les facteurs de risque modifiables sont l'alcool, l'obésité, le régime alimentaire riche en calories, l'âge tardif de la première grossesse, la contraception hormonale, la POSI ou la nulliparité. Les actions de prévention vont donc essentiellement être axées autour des facteurs de risque modifiables
surveille surtout les femmes qui ont des facteurs de risque non modifiables, parce que les facteurs de risque non modifiables, il est difficile d'agir sur ces facteurs-là. Ici, ce tableau vous montre un peu, en fonction du facteur de risque, quel est le risque relatif associé. Et vous vous rendez compte que le facteur de risque le plus puissant, c'est la mutation génétique. Et une femme de moins de 40 ans qui a des mutations génétiques DSCA1 a 200 fois plus de risque qu'une autre femme de développer un cancer du sein. Et les facteurs de risque les plus faibles, c'est essentiellement les facteurs liés à la ménopause et à l'âge des premières règles. Heureusement, les mutations génétiques sont responsables de moins de 4 à 8% de l'ensemble des cancers du sein diagnostiqués dans le monde. Alors, de ces facteurs de risque va découler la prévention. La prévention primaire, une bonne hygiène de vie, donc éviter la consommation d'alcool, le tabagisme passif, avoir une bonne hygiène de vie, maintenir un poids de santé et avoir une alimentation équilibrée. Comme prévention primaire, on peut réaliser ce qu'on appelle une mastectomie prophylactique chez les femmes qui présentent des mutations génétiques. Malheureusement, la détection de ces mutations génétiques par les plateformes NGS coûte excessivement cher. C'est environ 2 500 à 3 000 euros, ce qui est inaccessible pour la plupart des femmes atteintes de cancer sur notre continent. La prévention secondaire, c'est essentiellement la détection précoce des cancers du sein par plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la mammographie de dépistage. Alors, il y a une petite controverse à ce sujet. Les recommandations internationales, notamment européennes, disent qu'il faut commencer la mammographie de dépistage à l'âge de 50 ans. Cet âge se base essentiellement sur des études européennes parce qu'en Europe, la médiane de l'âge au diagnostic chez les femmes atteintes d'un cancer du sein en Europe est d'environ 62 ans. Donc, en reculant de 10 ans, la date du début du dépistage, on est sûr d'avoir environ 50% des femmes qu'on va pouvoir dépister avant le cancer du sein. Malheureusement, en Afrique au sud du Sahara, l'âge médian du diagnostic des cancers du sein est d'environ 40 ans. Alors, la plupart des spécialistes d'Afrique au sud du Sahara se disent, si l'on commence la mammographie à 50 ans pour nos femmes, est-ce qu'on ne va pas passer à côté de 50% de nos femmes qui ont déjà fait le cancer avant l'âge de 50 ans? Alors, ceci est l'objet de discussion et on est en train de militer en Afrique pour que l'OMS AFO fasse des recommandations spécifiques pour les femmes d'Afrique au sud du Sahara. Est-ce qu'il faut reculer l'âge du dépistage par la mammographie chez nos femmes? Point d'interrogation. Il faudra en discuter avec l'OMS pour voir s'il y a quelque chose à faire sur ce côté. La seconde méthode pour la détection précoce, c'est l'auto-examen mensuel. La femme doit pouvoir examiner ses seins une fois par mois après les règles. Et le troisième pilier, donc, c'est l'examen annuel par un professionnel de la santé. En conclusion, je vais rappeler que le cancer du sein est un problème majeur de santé publique aussi bien en Afrique que dans les autres pays du monde. Les femmes d'Afrique au sud du Sahara paient un tribut particulièrement lourd à cette maladie. Il s'agit donc de la disparité la plus frappante en oncologie basée sur la race dans le monde. Malheureusement, avec l'occidentalisation des modes de vie, on prévoit que dans les prochaines années, l'incidence et la mortalité du cancer du sein en Afrique au sud du Sahara va augmenter si rien n'est fait. Il est donc urgent d'améliorer les méthodes de détection précoce, d'améliorer l'accès au traitement pour nos femmes et de former des ressources humaines spécialisées pour que le système de santé ne soit plus à l'origine de la mortalité de nos femmes. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'espère ne pas avoir été trop rapide et je pense qu'au cours de la séance de questions-réponses, la plupart des inquiétudes vont être levées. Cher Romuald, oui, la parole. Oui, professeur, merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Même si c'était un peu rapide, hein, ça il faut le dire. Mais bon, oui, désolé, on aura la possibilité de resuivre, de revoir, parce que c'est enregistré. Merci à vous pour, comme d'habitude, cette excellente présentation avec beaucoup d'images, beaucoup de chiffres qui nous interpellent et qui nous émeuvent. On va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Les gens vont lever la main pour poser éventuellement des questions ou également pour partager des expériences en ce qui concerne le cancer du sein. Et donc, vous pouvez également écrire directement vos questions dans le chat. On va les lire au professeur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudront prendre la parole pour poser des questions pour des interventions diverses.
Merci. Il y a docteur Mamoudou Fofana, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, on va très bien. Présentez-vous. Oui, présentez-vous et posez votre question. C'est docteur Fofana Mamoudou depuis en Guinée-Conakry. Moi, allez-y. J'ai pris le train en marche. Je voudrais savoir, dans le cancer des seins, quelles sont les recommandations et docteur, pouvez nous donner pour la lutte préventive contre le cancer au niveau de la femme. C'est-à-dire les recommandations pour éviter, c'est-à-dire pour une lutte préventive que nous, les personnels soignants, peuvent donner comme des conseils préventifs au niveau des seins à des femmes. Parce que moi, je n'ai pas suivi totalement les notions préventives. C'est ça ma question. Merci. Merci à vous, docteur Fofana. Je pense que on va prendre des questions d'abord et vous allez répondre après. C'est bon? Bon, je me rends compte que j'ai été très rapide, j'ai fait 30 minutes. Et donc, je préfère répondre directement aux questions si ça ne vous dérange pas. D'accord, ça peut aller. Peut-être que ça va nourrir d'autres questions. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas trop de questions si on y va ainsi. Donc, je vais répondre tout de suite à la question de mon ami de la Guinée. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes patrons qui sont en Guinée et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays. Alors, la prévention, comme elle est résumée sur la diapositive que j'ai présentée. Alors, les facteurs de risque sont en réalité les causes du cancer du sein. On a des facteurs de risque qui sont dits non modifiables. C'est les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir. Par exemple, le cancer du sein est 100 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Donc, on ne peut pas modifier le sexe de quelqu'un pour diminuer son risque de cancer du sein. L'âge, plus on est âgé, plus on a de risque de développer un cancer du sein. Non, mais on ne peut pas modifier son âge. Il en est de même pour la date des premières règles, la date de la ménopause et les mutations génétiques, ainsi que les antécédents familiaux. Ces facteurs de risque augmentent le risque de cancer du sein, mais ils sont dits non modifiables parce que l'agent de santé ou l'individu ne peut pas agir dessus. Vous allez remarquer que pour les facteurs génétiques, mutation BRCA1, BRCA2, j'ai mis 3 points d'interrogation parce qu'en réalité, ils sont un peu modifiables. Vous allez le remarquer tout à l'heure. À côté de ça, vous avez les facteurs de risque dits modifiables. C'est la consommation d'alcool. On peut décider de ne plus boire d'alcool. C'est l'obésité. On peut décider de maigrir. C'est le régime alimentaire trop riche. On peut décider de ne pas avoir un régime alimentaire trop riche. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs de risque qui, eux, sont modifiables. Donc, la prévention, elle est d'abord primaire. La prévention primaire va consister à lutter contre les principaux facteurs de risque, notamment les facteurs de risque modifiables. Par une meilleure hygiène de vie, il faut diminuer la consommation d'alcool, faire de l'activité physique, manger moins gras, moins calorique, essayer de diminuer son poids et de maintenir un poids de santé. Lorsqu'il existe des mutations génétiques, on peut faire ce qu'on appelle une mastectomie prophylactique. On va aller enlever le sein pour que la malade ne présente pas un cancer du sein. Tout le monde connaît bien l'exemple de Angelina Jolie, qui est une actrice américaine et qui, dans sa famille, a une mutation BRCA1. Je vous rappelle que lorsque vous avez une mutation BRCA1 et que vous avez moins de 40 ans, vous avez 200 fois plus de risque de faire un cancer du sein qu'une femme lambda dans la population. Donc, ces femmes-là, on leur propose de leur enlever les seins et les ovaires. Et Angelina Jolie, qui est bien connue, a accepté qu'on lui enlève donc les 2 seins et les ovaires. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'effet Angelina Jolie. Ça a permis de convaincre la plupart des femmes américaines qu'elles doivent faire face au cancer. La prévention secondaire consiste, elle, à détecter de manière précoce le cancer, le détecter avant qu'il ne soit incurable. Alors, cette prévention secondaire est basée sur la mammographie de dépistage. Et je vous disais tantôt que les recommandations internationales disent qu'il faut commencer cette mammographie à 50 ans. Or, au début de ma présentation, j'ai dit que dans la plupart de nos pays, l'âge moyen de diagnostic du cancer du sein est de 40-45 ans.
Si dans nos pays, nous commençons le dépistage par la mammographie à 50 ans, la plupart des médecins africains ont peur de dépister trop tardivement les cancers du sein chez la femme. Et donc, des discussions et des travaux sont en cours avec l'OMS Afrique, ce qu'on appelle l'OMS Afro, pour voir si on peut faire des recommandations spécifiques pour les femmes d'Afrique au sud du Sahara pour la date de début du dépistage par la mammographie. Le problème, c'est que lorsque vous faites une mammographie très jeune à une femme, vous soumettez son sein à des rayons, ce qui n'est pas anodin. Deuxièmement, lorsque la femme est très jeune, les seins sont très opaques à la mammographie et donc parfois le cancer est difficile à diagnostiquer chez les femmes lorsqu'on fait une mammographie avant l'âge de 50 ans. Donc il y a plusieurs facteurs à peser pour voir s'il vaut vraiment la peine de faire un standard particulier donc pour les femmes d'Afrique au sud du Sahara. L'autre moyen pour la détection précoce, c'est l'auto-examen qui doit être fait par toutes les femmes après les règles. Et elles doivent aussi consulter de manière annuelle chez un professionnel de la santé. Il existe d'autres niveaux de prévention, notamment la prévention tertiaire, qui consiste au traitement des cancers déjà diagnostiqués, et la prévention quaternaire, qui est en réalité les soins palliatifs. Je n'ai pas voulu inciter sur ces deux autres niveaux de prévention. J'espère que mon avis de la Guinée est satisfait de ma réponse. Sinon, je suis encore là. Docteur Mamadou, Docteur Mamoulou, je ne sais pas si vous êtes... Oui, je suis en ligne. Je suis satisfait. Est-ce que vous avez suivi... Oui, j'ai suivi les interventions. Merci beaucoup, professeur. Merci pour la présentation. Et je voudrais encore une confirmation. Souvent, il y a des infos qui circulent sur les Internet que les professionnels de la santé ou les spécialistes de la santé disent souvent. Et ils recommandent à des femmes de faire autopalpitation, même elles-mêmes au niveau de son sein, à plus et accepter à leur partenaire sexuel ou conjointe de sucer leur sein pour éviter les cancers du sein. Est-ce que cette affirmation est-elle vraie? C'est ma dernière question. L'autopalpation du sein, c'est ce qui est écrit là. Oui. L'autopalpation du sein fait partie de l'auto-examen. Parce que dans l'examen, vous avez l'inspection, vous avez la palpation. Donc, l'autopalpation, elle est recommandée. Toutes les femmes doivent le faire une fois par mois. Donc, l'autopalpation est très recommandée dans l'auto-examen. Parce qu'il ne s'agit pas que de toucher le sein. Dans l'auto-examen, la femme se met devant un miroir, elle regarde son sein, et elle regarde s'il y a des modifications au niveau du sein. Donc, c'est vraiment recommandé. Maintenant, le fait de sucer les seins ne diminue pas le risque de cancer du sein. C'est l'allaitement maternel. C'est le fait que la femme allaite qui va diminuer le risque de cancer du sein, pas des phénomènes hormonaux. Voilà un peu. Je vois, Romuald, que dans le chat, il y a des questions. Oui, mais avant d'abord ou bien... Non, avant le chat, on va prendre... Je ne sais pas si Dr Mamoulou est satisfait. C'est bon, Dr Mamoulou? Oui. Merci. On va passer, professeur, à ceux qui ont la main levée d'abord avant de retourner. D'accord, ok, c'est parfait. Docteur Djeneba Koulibaly, bonjour. Bonjour. Je suis docteur Djeneba Koulibaly, médecin de famille au Mali. Voilà. Moi, j'ai des questions à poser. La première question, j'ai des inquiétudes par rapport aux facteurs de risque modifiables. On a parlé de nulliparité. Donc, moi, je trouve que la nulliparité peut se retrouver dans les facteurs de risque non modifiables. Parce que je ne sais pas si une femme ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la mutation de BRCA1. Vous avez dit que c'est cher, mais j'aimerais savoir si c'est faisable en Afrique. Ça, c'est une deuxième question. Troisième question, ça, c'est par rapport à la recommandation de la mammographie à 50 ans. Donc, moi, je pense que cette webinaire est faite pour moi-même. Parce que c'est tout dernièrement, même pas 4 mois, ma grande sœur, ma propre grande sœur, a 47 ans. Elle-même, elle a fait l'auto-examen des seins, elle a vu qu'elle a une masse, elle m'a montré, on a fait mammographie, donc c'est avéré que c'est positif. Elle a même commencé la chimiothérapie hier.
Vous voyez? Donc, elle a 47 ans, elle a fait 5 maternités. Donc, vous voyez, donc l'Afrique ne peut pas attendre 50 ans pour commencer la mammographie. Donc, une quatrième question, une dernière. J'aimerais savoir si la chirurgie conservatrice associée à la radiothérapie, est-ce qu'après ça, le cancer peut être récidive? Voilà, merci bien. Merci beaucoup, cher consoeur. Alors, votre première question, c'était est-ce que la nulliparité est un facteur de risque non modifiable? Vous parlez des femmes stériles qui ne peuvent pas avoir des enfants. Voilà. Effectivement, si la femme est stérile et qu'elle ne peut pas avoir des enfants, d'accord, mais c'est quand même modifiable. On peut aller faire la fécondation in vitro, on peut aller faire l'insémination, on peut aller ouvrir les trompes, on peut faire X choses pour lutter contre cette infertilité-là. Mais ce dont je parle le plus comme facteur de risque modifiable, c'est l'occidentalisation des modes de vie. La plupart des femmes africaines commencent maintenant à se comporter comme les femmes occidentales. Elles ne veulent pas avoir d'enfants. C'est un choix. C'est un choix. Je vais vous montrer un peu ce dont je parle. Voilà. En Amérique du Nord et en Europe, il y a beaucoup de femmes qui choisissent, pour des raisons souvent professionnelles ou idéologiques, de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est une nulliparité qui est choisie. Ou alors d'avoir leur premier enfant après 40 ans, après 60 ans parfois, après 50 ans. C'est des cas qui sont décrits en Europe. Mais nos femmes sont en train d'adopter donc ce mode de vie occidental. Ce qui va faire que dans quelques années, donc, nous aurons une courbe aussi foncée en Afrique qu'en Europe. Mais de manière générale, j'estime que la nulliparité est un facteur de risque modifiable parce que les femmes peuvent avoir un impact sur cette nulliparité-là. Bon, vous avez un peu raison si on parle des femmes qui sont stériles, je suis d'accord, mais c'est rare les femmes qui sont stériles. Sur 100 femmes, combien sont stériles? Voilà. Et même quand elles sont stériles, on peut aller les traiter pour qu'elles ne le soient pas. Donc, à mon avis, c'est un facteur de risque hautement modifiable. D'accord? Alors, votre seconde question, c'était par rapport au gène BCR. Ah oui, la recherche de mutation BRCA. Alors, pour rechercher la mutation BRCA de manière optimale, il faut une plateforme de séquençage NGS. On appelle ça New Generation Sequencing. La plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara ne disposent pas de cette plateforme. Au Bénin, par exemple, nous n'en disposons pas. Nous avons fait récemment une étude pour identifier les mutations génétiques délétères chez les femmes à Cotonou. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait des prélèvements ici, qu'on a extrait l'ADN à Cotonou, mais qu'on a dû envoyer les prélèvements en France pour rechercher ces mutations génétiques-là. Je ne sais pas si d'autres pays d'Afrique ont des plateformes pour rechercher ces mutations, mais ça doit être, en Afrique de l'Ouest, ça doit être très, très rare, très rare. La plupart des gens vont envoyer leurs prélèvements en Europe. Oui, vous avez raison. En ce qui concerne l'âge de la mammographie, c'est vrai que moi, je suis pour qu'on abaisse l'âge du dépistage par la mammographie en Afrique. Parce que, pas plus tard que vendredi, j'ai encore diagnostiqué un cas de cancer du sein chez une femme de 30 ans, une femme de 40 ans. Donc, intuitivement, j'en ai même vu chez des femmes de 19 ans. J'ai vu aussi des cancers du sein chez des femmes de 19 ans. Elles en sont décédées. Parce que plus la femme est jeune, lorsqu'elle a le cancer, plus le cancer a tendance à être agressif et à être mortel. C'est ça le problème. Maintenant, les experts de l'OMS disent, d'accord, vous avez l'impression que les cancers du sein surviennent plus jeunes en Afrique. Mais lorsqu'on va faire la mammographie chez des femmes de 40 ans, est-ce qu'on va bien voir? Parce qu'à 40 ans, le sein, il est très opaque, il est très dur. Donc, lorsqu'on fait la mammographie, on ne voit pas bien. Et lorsque vous allez commencer à exposer les femmes atteintes, les femmes qui n'ont pas de cancer au rayon X à partir de 40 ans, est-ce que ce n'est pas vous qui allez créer les cancers qu'elles auront à 60 ans? Donc, il y a un problème. On ne peut pas se lever et dire que nous, on commence à 40 ans. Non. Je pense que tous les spécialistes africains doivent s'asseoir autour de la question et voir quelles sont les recommandations qu'on peut proposer avec les experts de l'OMS. J'ai personnellement écrit à l'OMS, puisqu'il y a un organe de l'OMS qui s'occupe du cancer du sein qu'on appelle le Breast Cancer Global Initiative, dont je suis membre, et dont j'ai écrit aux instances pour voir s'il ne faut pas se pencher sur cette question.
Mais je pense qu'il faut attendre vraiment les résultats de cette discussion-là pour pouvoir mettre en place des recommandations spécifiques à l'Afrique. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a une dernière question. Oui. Le docteur Djenaba, c'était après la chirurgie conservatrice, est-ce qu'il y a un risque de récidive? Ben oui, il y a un risque. Mais alors, il a été montré que lorsqu'on fait la chirurgie conservatrice et que celle-ci, elle est bien pratiquée, qu'elle est carcinologique, que cette chirurgie a été bien faite et qu'on associe cette chirurgie à la radiothérapie, on a les mêmes résultats en termes de survie que lorsqu'on enlève le sein. Donc, c'est totalement logique de chercher à conserver le sein lorsque les conditions sont bien réunies. Parce qu'il y a des conditions pour chercher à faire la chirurgie conservatrice du sein. Par contre, lorsque vous avez fait la chirurgie conservatrice, il peut y avoir un cancer sur le sein que vous avez laissé. J'en ai opéré un cas il y a à peine, non, c'est pas moi qui l'ai opéré, c'est un confrère qui l'a opéré, qui a opéré un cas il y a à peine 3 semaines d'une dame qui a été suivie en France, qui a eu la chirurgie conservatrice, qui a eu la radiothérapie et qui, 10, 15 ans après, a développé un cancer du sein sur le même sein. C'est totalement possible. Mais, voilà. Mais là, lorsque vous faites une bonne chirurgie conservatrice associée à une radiothérapie, vous avez les mêmes résultats en termes de suivi que si vous avez enlevé le sein. Et moi, je suis un fervent défenseur de la chirurgie conservatrice. Parce que la principale cause qui pousse les femmes d'Afrique à ne pas venir à l'hôpital, et je l'ai montré, c'est la peur de la mastectomie. Oui. Cet article au Nigeria a montré que la peur de la mastectomie est le principal facteur qui pousse les femmes africaines à ne pas venir consulter. Donc, si on peut leur montrer qu'on peut traiter leur cancer du sein sans leur enlever le sein et les guérir comme si on avait enlevé le sein, je pense qu'il y aura beaucoup de femmes qui viendront. Maintenant qu'on va continuer à couper les seins à tour de bras dans nos pays, eh bien, les femmes viendront encore plus tard parce qu'elles auront peur qu'on leur coupe le sein. Voilà un peu ma réflexion. Docteur Djeneba? Merci, je suis satisfaite. Merci beaucoup, chers consoeurs du Mali. Il y a docteur Camara qui avait levé la main, mais qui est reparti. On va prendre donc docteur Traoré. Ok. Bonjour, docteur Traoré. Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Merci à docteur Freddy pour sa brillante présentation et les différents apports aux questions. J'ai 2 questions principalement. Je voudrais savoir, est-ce que la taille de la tumeur est intimement liée au pronostic? Ça, c'est ma première. Ma deuxième question, je voudrais savoir aussi si dans la sous-région ouest africaine, est-ce qu'il existe des fondations d'aide pour le cancer du sein? Merci. Merci beaucoup, docteur Traoré. Eh bien, la taille est corrélée. La taille qui fait le T de la classification TNM. Une étude qu'on a faite à Cotonou a montré que la taille pouvait être corrélée à la suivi. Évidemment, si vous avez une tumeur du sein qui fait un demi-centimètre, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez une tumeur du sein qui fait 20 cm ou qui a infiltré la peau. Donc, voilà, la taille peut être corrélée à la suivi. C'est un facteur pronostique. D'accord? Peut-être qu'il n'est pas indépendant des autres facteurs, mais c'est quand même un facteur pronostique. Les fondations qui s'occupent des femmes atteintes d'un cancer du sein en Afrique au sud du Sahara, pour ma part, je ne peux vous répondre que pour le Bénin et peut-être pour le Burkina, qui est un pays que je connais un peu, et peut-être aussi le Sénégal. Donc, c'est 3 pays d'Afrique au sud du Sahara que je connais bien. Au Sénégal, vous avez la Ligue sénégalaise contre le cancer, la LISCA, qui est donc une fédération des associations de la société civile au Sénégal et qui a réussi à obtenir du gouvernement sénégalais que la chimiothérapie soit gratuite au Sénégal pour les cancers féminins. Donc actuellement, si une femme sénégalaise a un cancer du sein, la chimiothérapie est gratuite grâce donc notamment à l'action de cette ligue-là. Je sais qu'au Mali, des actions similaires ont été entreprises et qu'avec BC Sans Frontières, par exemple, vous avez la chimiothérapie qui est gratuite pour les femmes non métastatiques au Mali, mais les femmes qui ont des métastases n'ont pas accès à cette chimiothérapie-là et donc il y a encore quelques problèmes à régler au Mali. Autre pays que je connais, c'est le Burkina. Le Burkina où la fondation Kimi, qui est la fondation de l'ancienne première dame du Burkina, Madame, j'ai oublié son nom, mais qui est vraiment très engagée dans la lutte contre les cancers féminins et la lutte contre les cancers du sein au Burkina. Donc, il y a une fondation ici, au Burkina. Au Bénin, nous avons également la fondation de la première dame du Bénin, qu'on appelle la fondation Claudine Talon. Mais
qui est beaucoup plus engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Je pense qu'il y a un petit travail à faire, un petit plaidoyer auprès de cette fondation, donc, pour qu'elle intègre de plus en plus donc, la lutte contre le cancer du sein, mais je pense qu'on va bientôt y arriver. Donc, vous voyez un peu, en Afrique, dans la plupart des pays, il y a des fondations qui aident les patientes, qui luttent pour un meilleur accès des soins aux patientes. La plupart du temps, c'est les premières dames qui s'engagent. Et la commission du Lancet pour l'oncologie recommande même qu'on engage plus souvent les premières dames dans la lutte contre le cancer, contre les cancers féminins. Parce qu'elles ont une influence, un pouvoir qui n'est pas négligeable. Elles ont du temps, elles ont des ressources, elles ont une influence. Je pense que de plus en plus, voilà, on doit s'orienter vers cela. Je ne sais pas si dans votre pays, la première dame a une association qui lutte un peu contre les cancers féminins. Justement, j'allais demander à Dr Traoré d'où il nous appelait. C'est du Mali. Ok, merci. Non, Burkina Faso. Ah, d'accord. Voilà, vous connaissez la fondation Kimi? Oui, je connais la fondation Kimi, mais bon, je ne sais plus si elle est toujours en activité, voilà. Si, elle est toujours active. Peut-être pas autant. C'est un peu ça. Hein. La commission du Lancet pour l'oncologie recommande vivement d'impliquer les premières dames dans la lutte contre le cancer. Et puis au Bénin, on est en train vraiment d'essayer de faire ça. Je pense que ça donne déjà des résultats. Malheureusement, l'exemple du Burkina a un peu refroidi les ardeurs à l'échelle internationale parce que la première dame du Burkina qui était dans la fondation Kimi était très engagée et on se demande si la fondation va survivre donc après les mandats des premières dames. C'est ça la vraie question. Si vous mettez une première dame dont la fondation ou dont l'association milite beaucoup, fait beaucoup de choses pour la lutte contre le cancer, lorsque le mandat de son mari est fini, est-ce que cette association va continuer à pérenniser les actions? C'est ça la vraie question. Sinon, en réalité, impliquer la première dame, à mon avis, est l'une des meilleures actions qu'on puisse mener contre les cancers en Afrique au sud du Sahara. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le docteur Traoré a une autre question. Non, c'est bon, je suis satisfait des réponses. Merci à vous. Avant de passer aux questions qui sont dans le chat, on va prendre rapidement Dr Kamara Salif. Merci de vous présenter, Dr Kamara. Dr Kamara, merci d'ouvrir votre micro. Votre micro, Dr Kamara. Bon, en attendant de revenir pour votre question, professeur, on ira dans le chat. D'accord. Oui. Bon, il y a un ordinateur, le nom n'est pas précisé. C'est bon, Dr Kamara? C'est Dr Kamara Salif. On a du mal à vous recevoir, Dr Kamara. Merci. Il peut écrire dans le chat. Allez-y, essayons, on va voir. Vous me recevez? Oui, c'est mieux maintenant. Ok. Je disais, je suis Dr Kamara Salif, médecin généraliste en République de Guinée. Je suis professeur pour sa brillante. La qualité n'est pas très bonne. Okay. La qualité de votre son. Il peut écrire dans le chat. Oui, Dr Kamara, est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat? On vous répondra dès qu'on aura vos questions. Justement, on va retourner dans le chat, professeur. D'accord. Alors, s'il vous plaît, professeur, quelle est la place de la chimioprophylaxie dans la prévention? Ah oui, j'avais oublié cette question-là. Oui, il y a des études qui ont montré que certaines prophylaxies, donc l'utilisation du tamoxifène pouvait réduire le risque de cancer du sein. Malheureusement, le tamoxifène augmente aussi le risque de cancer de l'endomètre. Donc, il faut faire très attention. Il y a des études qui ont montré que le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène, pouvait diminuer le risque de cancer du sein, mais ce tamoxifène augmente aussi le risque de cancer de l'endomètre. Il a été aussi montré, ça ce n'est pas de la chimioprophylaxie, il a été montré aussi que les femmes
à qui on réalisait une ovarectomie, donc les femmes à qui on enlevait les 2 ovaires, avaient moins de risque de développer un cancer du sein que les femmes à qui on avait laissé les ovaires. Voilà un peu. Si vous avez d'autres informations sur la chimio-prophylaxie, vous pouvez les partager avec nous. Hein. Voilà les éléments que moi j'avais. C'était donc la première question du docteur Kabissa depuis Togo. Il a posé une deuxième question beaucoup plus loin dans le chat. Qu'en est-il du cancer du sein chez l'homme? Oui, le cancer du sein chez l'homme, c'est environ 1% des cancers du sein. Malheureusement, les cancers du sein chez l'homme sont le plus souvent diagnostiqués à des stades tardifs. Les cancers du sein chez l'homme sont le plus souvent diagnostiqués à des stades tardifs parce qu'en général, souvent en Afrique et dans d'autres pays du monde d'ailleurs, les hommes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir un cancer du sein. Donc, lorsqu'ils ont des manifestations au niveau du sein, ces hommes, en général, ne consultent pas précocement. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que le cancer du sein chez l'homme est un organe rudimentaire. Donc, il est assez petit, ce qui fait que lorsque le cancer survient dans le sein de l'homme, il évolue très rapidement vers l'appareil thoracique, ce qui va augmenter le stade de ce cancer-là. Mais en général, il s'agit de cancers hormonodépendants dont le traitement est possible, surtout dans notre contexte, avec les médicaments qu'on a. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours écrire dans le chat pour préciser leurs questions ou lever la main également pour intervenir directement. On va passer donc à l'interrogation du docteur Noulevem Uriel, qui est médecin au Cameroun. Ma première question porte sur la place de l'échographie mammaire dans le dépistage chez la jeune femme par rapport à celle de la mammographie. Écho mammaire et mammographie. Alors, actuellement, dans les recommandations internationales, l'examen de dépistage en première intention, c'est la mammographie. Tout simplement parce que l'échographie est un examen qui est opérateur dépendant, contrairement à la mammographie. Je sais qu'il y a des projets de recherche pour utiliser l'échographie comme examen de dépistage, notamment l'échographie portable. Il y a plusieurs projets que j'ai vus récemment, mais la référence à l'échelle internationale reste la mammographie. L'échographie comme examen de dépistage, ça va être de manière, je pense, sur des études expérimentales qui sont conduites, notamment j'ai vu des exemples en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Mais pour l'instant, c'est la mammographie qui est l'examen de référence pour le dépistage. L'échographie va intervenir en complément à la mammographie pour préciser une lésion qui a été vue sur la mammographie et qu'on veut caractériser. Voilà un peu. Je pense qu'il doit y avoir une deuxième question. Une deuxième question. La seconde question, il existe de RACA de cancer de sein documenté chez la femme allaitante. Quel peut en être le mécanisme? Ah non. Alors, la grossesse et le cancer du sein, c'est ce qu'on appelle un échange de mauvais procédés. Et en général, ça va être l'environnement hormonal de la grossesse peut favoriser la progression plus ou moins rapide de certains cancers. Et cette question me permet d'attirer l'attention chez les collègues. Je vois beaucoup de médecins généralistes, beaucoup de gynécologues qui voient des femmes. Les femmes se présentent avec une grossesse ou lorsqu'elles sont en train d'allaiter avec une masse suspecte du sein et le gynécologue ou le médecin généraliste lui dit non, c'est pas grave. Après la grossesse ou après l'allaitement, on va évaluer. Et malheureusement, la plupart de ces femmes-là sont mortes. L'association cancer du sein et grossesse et l'association cancer du sein et allaitement n'est pas si rare que ça, hein, surtout dans notre contexte. J'en ai vu beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment pour sensibiliser, pour dire que le cancer du sein peut survenir au cours de la grossesse. À ce moment-là, il va être parfois plus agressif que lorsqu'il est survenu en dehors de la grossesse. Il va mettre en jeu la vie de la mère et de l'enfant. Le cancer du sein peut être vu aussi au cours de l'allaitement, mais en général, je pense que ça doit être un cancer qui a commencé pendant la grossesse ou avant la grossesse et qui s'est exprimé lors de l'allaitement. Dans tous les cas, une femme qui présente des symptômes mammaires suspects au cours de l'allaitement ou au cours de la grossesse, il ne faut pas le négliger. C'est totalement possible que ce soit un cancer du sein. Ceux qui ont l'habitude de traiter des cancers vont remarquer qu'on en a vu beaucoup de cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si éventuellement il n'était pas satisfait, il va revenir dans la discussion. Il y a Dr Ma Soon qui dit: j'aimerais juste faire un petit apport. Aujourd'hui, mastectomie prophylactique a changé de nom pour mastectomie de réduction de risque. Ensuite, il y a une question: quel est l'âge recommandé pour la mammographie de dépistage au Bénin? Sachant qu'au Sénégal, par exemple, c'est 40 ans. Alors, mastectomie de réduction de risque prophylactique, d'accord si vous voulez, mais il ne faut pas rentrer un peu dans ce débat de go. Hein. La mastectomie prophylactique, c'est toujours utilisé comme terminologie hein, et par plusieurs experts internationaux, dont les experts de l'OMS. Hein. D'accord? Ça doit être très clair. Récemment, encore discuté avec des experts de l'OMS, c'est un terme qui est toujours utilisé. Ce n'est pas parce que une personne se lève dans un pays ou dans une université et dit ça que voilà, ça change du jour au lendemain. Voilà un peu. Alors, en ce qui concerne l'âge du diagnostic, on s'est réunis plusieurs oncologues récemment d'Afrique, on ne s'est pas entendu. Je ne sais pas si au Sénégal, c'est écrit que c'est 40 ans. Je ne sais pas si au Sénégal, c'est écrit que c'est 40 ans. Au Bénin, ce n'est pas écrit que c'est 40 ans. Et je pense que tous les pays africains doivent se réunir au cours d'un creuset d'experts pour voir ce qu'on décide. Il ne faut pas que chaque pays, à mon avis, décide sur la base de quel argument. Voilà. Je ne sais pas si le Sénégal a vraiment mis 40 ans et si c'est vraiment écrit. Je sais que dans la pratique, la plupart des médecins ont tendance à demander la mammographie de dépistage à partir de 40-45 ans, mais je n'ai pas encore vu de recommandations écrites sur cela. J'étais encore récemment à une formation avec des médecins oncologues du Sénégal. Je ne sais pas si ça a changé. Merci. Il y a docteur Patrick Sambaya qui vous jette les fleurs. Professeur, bonjour. Professeur, merci pour cette belle présentation. Merci beaucoup, Patrick. Ensuite, il y a docteur Camara qui revient maintenant dans le chat. D'accord. Comment peut-on expliquer cette incidence élevée du cancer du sein par rapport aux autres cancers en 2020? Ah, c'est une colle, ça. Comment peut-on expliquer l'incidence et jamais pensé? Peut-être arrivé à me coller. Mais je pense que c'est les facteurs de risque. D'accord? Il y a beaucoup de facteurs de risque pour le cancer du sein et il y a beaucoup de femmes. Et je pense que logiquement, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent. Maintenant, pourquoi il devance le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer que normalement, on devrait pouvoir éradiquer. Normalement, il ne devrait plus y avoir de cancer du col de l'utérus dans nos pays si on appliquait toutes les règles. Les cancers digestifs peuvent aussi être prévenus. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse. Je suis sûr que je ne vous ai pas satisfait. Je vais peut-être aller revoir ça et vous revenir. Voilà. Très bien. Vous pouvez peut-être partager avec lui votre mail dans le chat pour qu'il puisse éventuellement... Okay. Ou bien y voir avec vous, mais je vais voir. Pourquoi le cancer du sein est le plus fréquent en Afrique? Je fais plutôt... Il faut que je cherche alors. OK? D'accord. On va évoluer. Il y a Dr Govet Guilavogui, bien entendu, DS4 d'anesthésie réanimation à Cotonou. Les patientes ayant bénéficié d'une mastectomie totale pour cancer de sein peuvent-elles bénéficier d'une prothèse mammaire? Mais oui, tout à fait. Et ça, j'ai un de mes patrons qui disait, on ne doit pas enlever un sein quand on ne peut pas le reconstruire. Et il faut qu'on pense de plus en plus à reconstruire les seins. Prothèse, c'est un peu limitatif. Je vais parler plus globalement de la reconstruction mammaire. Il y a plusieurs techniques pour reconstruire le sein. Lorsqu'on a fait une mastectomie, on peut reconstruire le sein par plusieurs techniques chirurgicales, notamment par la mise en place de prothèses. On peut également, chez les femmes qui ne souhaitent pas être réopérées, mettre en place une prothèse externe. Donc, c'est une prothèse externe qu'elles mettent dans le soutien-gorge pour donner l'impression qu'il y a un sein. Mais à Cotonou, il nous est déjà arrivé donc, de refaire, de reconstruire des femmes de manière chirurgicale par des lambeaux du grand dorsal ou par des lambeaux abdominaux, avec ou sans prothèse. On l'a déjà fait à Cotonou. Mais c'était avant la COVID, c'était une mission coïtienne qui avait amené les prothèses et tout le matériel. Malheureusement, depuis la COVID, on n'a plus remis l'initiative. Je pense que c'est le moment d'y repenser. Merci beaucoup, docteur.
Vous aurez bientôt endormi nos patients pour des reconstructions mammaires. Il n'a pas terminé, professeur. Il y a Dr Guilavogui qui demande toujours quelles sont les modalités d'admission en réanimation d'une patiente en détresse respiratoire suite à un cancer de sein avec métastase pulmonaire et présence de liquide inflammatoire. Ça, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué comme question. Il y a beaucoup de... En réalité, cette question, c'est à vous que je dois l'envoyer. Dans les pays occidentaux, lorsque le malade sait qu'il a un cancer au stade terminal, il décide lui-même s'il faut essayer de le réanimer lorsqu'il est en détresse ou pas. C'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Et c'est très bien encadré dans les pays développés. C'est très bien encadré. Dans nos pays, j'avoue que ce n'est pas bien encadré. Ces directives sont en cours d'élaboration au Bénin avec le programme national de soins palliatifs. Mais voilà, j'avoue que voilà, il m'est arrivé de voir des malades dans ce contexte-là qui sont acceptés par l'équipe de réanimation et d'en voir d'autres dans ce même contexte qui ne sont pas acceptés par l'équipe de réanimation. Je vous renvoie donc la question, cher docteur, puisque vous êtes réanimateur ou réanimatrice. Réanimateur. Réanimateur, voilà. Docteur Guilavogui, si vous avez bien envie de vous en faire le pensez, débat, ça m'intéresse. voilà, vous pouvez lever la main, on va ouvrir votre micro, docteur Guilavogui. Docteur Guilavogui, vous pouvez ouvrir votre micro pour faire le débat avec nous. Parce que c'est l'objectif aussi, c'est qu'on apprenne les uns des autres. C'est une question de réanimation et les critères d'admission en réa, je m'y connais très peu. Hein. Merci d'ouvrir votre micro, docteur Guilavogui. Votre micro. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro du docteur Guilavogui? Il a la main levée. Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour, professeur. Merci pour la présentation. Peut-être que vous ne vous souvenez plus de moi. C'est vrai. Je vous ai envoyé quelques patients métastatiques, c'est ça? Bon. Généralement, il y a des patientes qui, bon, pas les patientes, mais les parents des patientes qui exigent l'admission des patients dans le service de réanimation. Je ne sais pas. Si c'est le chirurgien qui leur demande, ah, la patiente est en détresse respiratoire, il faut obligatoirement qu'il soit dans le service de réanimation, sachant que la patiente est à un stade terminal. Pour nous, ça ne sert à rien de l'admettre dans le service de réanimation, mais si les parents exigent, nous sommes obligés de leur faire venir dans le service de réanimation. Raison pour laquelle je vous demande, est-ce qu'il y a des modalités pour vous, sachant que c'est un stade terminal, est-ce que ça a des avantages? Parce que pour nous, franchement, détresse respiratoire, dès que ça persiste, on l'intube, même si on l'intube, ça ne sert à rien au fait. Je sais, puisque ce n'est pas réversible. Puisqu'il n'y a pas un traitement pour. Je pense que le meilleur moyen de régler ce problème-là, c'est de mettre en place les directives anticipées. Le malade choisit que lorsqu'il sera dans une situation, le malade qui est atteint de cancer, lorsqu'il est informé, doit choisir que lorsqu'il sera dans cette situation, avec un cancer incurable au stade terminal, qu'on ne s'acharne pas sur lui. Mais tant que ces directives ne sont pas mises en place et promulguées, le réanimateur a toujours peur qu'on l'accuse de non-assistance à personne en danger. Parce que vous avez un malade en détresse respiratoire, si le malade ou les parents n'ont pas compris que c'est au stade terminal et n'ont pas fait cette option-là, qu'on ne s'acharne pas, eh bien, voilà, surtout avec l'autre contexte actuel au Bénin, ça peut être très difficile. Je pense qu'il faut faire rédiger les directives anticipées. Il faut que le médecin prenne la responsabilité d'expliquer au patient et à sa famille que on est arrivé au bout de la maladie et que même si on envoie en réanimation, ce ne sera pas pour le guérir. Par contre, il y a certains services de réanimation qui aident les malades en assurant donc la prise en charge antalgique, en réalisant des sédations plus ou moins prolongées pour régler le problème de la douleur. Donc, vous avez toujours votre place chez ces malades au stade terminal. Maintenant, la question est de voir
comment il faut faire pour que l'anesthésiste ou le réanimateur qui ne prend pas le malade soit protégé. Et voilà. Et que le chirurgien qui voit un malade ou le médecin qui voit un malade en détresse respiratoire soit protégé s'il n'envoie pas le malade en réanimation. C'est tout là le problème. D'accord, professeur. Je suis d'accord. Et vu qu'on cherche à développer la limitation à arrêt thérapeutique active dans le service de réanimation, est-ce que ça serait possible? Les patients pareils, même si vous ne voulez pas leur donner le dernier pronostic, mais en collaboration avec quelqu'un de la réanimation, au minimum 2 médecins. Vous voyez les parents ensemble. Alors c'est ça. Vous soulevez un problème très important. Je me rends compte souvent que le médecin, surtout quand vous êtes oncologue, vous devez pouvoir informer votre malade. C'est une obligation légale. Lorsque vous avez un malade en République du Bénin depuis 2020, c'est une obligation légale d'informer le malade. Il m'est déjà arrivé de voir un collègue diagnostiquer un malade à Parakou, à 400 km de Cotonou, qui ne veut pas lui annoncer qu'il a un cancer incurable. Et le collègue met le patient dans un taxi. Le patient fait 400 km pour qu'on lui annonce qu'il a un cancer incurable. C'est pas possible. Lorsqu'on veut s'occuper de cancer, lorsqu'on veut se prendre en charge ces genre de patients, on doit être capable de leur annoncer. Pour ma part, il ne m'a jamais... Voilà, j'ai toujours dit au patient, lorsque je diagnostique un patient, que je vois qu'il est incurable, je le lui dis. Malheureusement, dans notre contexte, c'est très difficile. Quand j'étais assistant, et donc je suis arrivé, voilà, je vois la malade, je lui dis, bon, voilà, malade, malheureusement, voilà, votre cancer, malheureusement, est terminal. Le traitement que je vais mettre en place ne va pas servir à vous guérir, ce sera surtout pour ralentir les symptômes et essayer vraiment d'améliorer au mieux vos conditions. La malade sort de mon bureau, va voir mon chef de service pour lui dire que votre assistant a dit que je vais mourir. Et ça a été plusieurs fois comme ça. Parce qu'en général, avant, les médecins avaient pris l'habitude de ne pas annoncer au malade ce diagnostic-là. Et certains médecins avaient pris l'habitude de ne pas dire au malade qu'il a une maladie incurable. Moi, je pense qu'il faut informer le malade. Si vous n'informez pas le malade, c'est à l'origine de toutes les complications qu'on a. Voilà. Je pense que les médecins qui s'occupent de cancer doivent pouvoir informer leurs malades et ne pas attendre qu'un réanimateur vienne informer le malade pour eux. Non. D'accord. Merci pour la précision, professeur. Et je profite de dire, je ne sais pas, je peux profiter de parler de la dernière question? Oui, allez-y, justement. J'allais vous demander de poser la question. D'accord. Ça, c'est une expérience clinique. J'ai essayé de drainer une patiente. C'était dans une clinique à Cotonou, un drain thoracique. Mais franchement, c'était un poumon blanc d'un côté, totalement blanc. J'ai posé le drain et ça commençait à drainer. Mais j'ai eu l'impression que le liquide qui était là, le liquide inflammatoire était récidivant. Ça revenait à tout moment. Chaque jour, je pouvais drainer plus de 500, 600 cc. Et le lendemain, comme si je n'avais rien drainé. Et quand le liquide veut revenir, ça revenait au fait, ça se multipliait en deux. Oui, la patiente a finalement bénéficié du drain pendant 34 jours, mais elle a fini par mourir. Ben oui, c'est évident. Vous avez mis le drain, c'était un drain thoracique ou bien vous avez fait une ponction? C'était un drain thoracique parce que le poumon. Mais ce n'est pas la méthode qui est recommandée. C'est pas la méthode qui est recommandée. Voilà. Il faut mettre, idéalement, l'OMS recommande de mettre un robinet à 3 voies. Vous mettez un cathéter, un G16, un G14, et vous mettez un robinet à 3 voies pour aspirer. Sinon, vous n'enlèverez pas ce drain. Hein. Vous n'enlèverez pas ce drain avant que la malade elle va mourir avec le drain. Et tant que vous n'aurez pas mis un traitement étiologique, une chimiothérapie, une thérapie ciblée, une hormonothérapie, un traitement pour aller traiter le cancer lui-même, cette pleurésie ne va jamais s'arrêter. Vous allez laisser le drain jusqu'à ce qu'il s'infecte et que la malade décède. Hein. Donc, je vous propose pour la prochaine fois… De 3 mois. De 3? Oui, professeur. Elle avait déjà bénéficié de chimiothérapie. Des chimiothérapies d'ailleurs. À Cotonou, au Ghana et au Nigeria. Oui, je connais bien ce genre de cas. Malheureusement, le cancer, c'est ça. Lorsque le diagnostic est fait à un certain stade ou que la maladie est très agressive, même malgré tous les traitements, eh bien, le malade, il est parfois incurable.
Et donc, soit on met une autre ligne de chimiothérapie, soit on fait des traitements pour le confort du malade, ce qu'on appelle des soins de support. D'accord, professeur. Et du coup, désormais, est-ce qu'il y a nécessité de poser des drains chez des patients comme ça, vu que ça ne sert pratiquement à rien? Non, il faut soulager la malade. La malade a besoin d'être soulagée. On ne peut pas laisser la malade Disney comme ça. Mais au lieu de mettre un drain chirurgical, moi, je mets un petit cathéter et je fonctionne avec un robinet à 3 voies. On met un traitement, une chimiothérapie, une autre ligne, et puis on fonctionne régulièrement à la demande. Mais quand vous mettez un drain thoracique comme ça, le malade reste à l'hôpital avec ce drain pendant des jours jusqu'à mourir, hein, parce que ce drain, vous n'enlèverez plus jamais. Hein. La pleurésie va continuer. Vous n'allez jamais enlever le drain. C'est ce qui nous est arrivé, oui. Oui, vous mettez un cathéter, vous prenez un cathéter G16 ou G14 assez long, vous mettez dans la plèvre, vous mettez un robinet à 3 voies, vous aspirez, vous drainez 1 litre, 2 litres, et puis vous laissez la malade rentrer chez elle. Elle vit 2-3 jours, une semaine, elle prend ses médicaments, et si ça se reconstitue, elle revient. Vous reponctionnez et elle repart. Si elle va passer 1 mois, 2 mois à l'hôpital jusqu'à mourir, ça ne va jamais s'arrêter. D'accord, professeur. D'accord. Merci pour les réponses, professeur. Non, ce fut un plaisir, cher ami. Merci. Des discussions très, très intéressantes. Si vous avez toujours envie d'intervenir, vous pouvez lever la main. On va ouvrir votre micro, que ce soit Dr Guilabogui ou d'autres personnes qui nous suivent pour intervenir. Il y a une dernière question dans le chat, professeur. Après la chirurgie pour un adénofibrome de 2 cm du sein, quelle est la suite? Ben, l'adénofibrome ne se cancérise pas. Les adénofibromes ne se cancérisent pas typiquement. Donc, si on a enlevé complètement l'adénofibrome de 2 cm, il n'y a pas de problème. Par contre, les lésions mammaires bénignes avec une atypie sont associées à un risque multiplié par 4 de développer un cancer du sein. Donc, si c'est un adénofibrome simple qui a été enlevé totalement, il n'y a plus de suite. Hein. C'est fini. La malade va rentrer dans le rythme de surveillance de toutes les malades, hein, commencer sa mammographie en fonction de l'âge, s'il sera décédé dans son pays, faire l'autopalpation et être vu par un médecin annuellement. Voilà. Ce n'est pas un cancer, c'est une maladie totalement bénigne. Et lorsqu'elle a été totalement enlevée, il n'y a pas de problème. Par contre, la malade peut présenter un autre adénofibrome, soit dans le même sein, soit dans l'autre sein. C'est possible. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. On l'espère bien. Il y a une contribution concernant la question de Dr Guilabogui. Oui. Il y a Dr Atolou qui dit il faut mettre le talcage de la plèvre. Oui, le talcage de la plèvre. Oui, on peut talquer la plèvre. Mais je suis totalement d'accord. Mais le problème est déjà d'avoir mis un drain thoracique dans cette indication-là. Ça ne va jamais s'arrêter de pleurer. Hein. Et donc, si c'est récidivant et tout ça, on peut proposer avec le chirurgien thoracique de faire un talcage de la plèvre. D'ailleurs, on le réalise au CNHU. Merci Axel pour la contribution. Après, il faut aller voir quel est le bénéfice d'aller faire une thoracotomie chez ce malade-là, qui est au stade terminal de son cancer. Voilà, il faut peser le pour et le contre entre fonctionner régulièrement et aller faire un talcage de la plèvre. Voilà. Si vous faites une thoracotomie pour faire le talcage de la plèvre. Je ne vois plus de mains levées. Je ne vois pas non plus de nouvelles questions dans la discussion. Professeur, on va vous remercier vraiment pour la disponibilité et l'excellente présentation et également pour ce long moment d'échange qui aura éclairé beaucoup plus les lanternes. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure. Ben, c'est surtout pour vous remercier pour l'occasion que vous me donnez. Donc, d'informer les collègues parce qu'on a remarqué que parfois nous sommes à l'origine de l'augmentation de la mortalité de nos patients, notamment dans le cancer du sein. Et ça a été une très belle occasion pour moi de partager un peu ce que je sais et en espérant que ça va contribuer donc à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein dans nos différents pays. Ce sera essentiellement ça. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Freddy Gagnon, qui est maître de conférence agrégé des universités de CAMES en oncologie
chirurgical, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de Cotonou et praticien hospitalier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. On vous souhaite un très bon week-end. Merci. Merci à vous. Merci à vous également, chers participants. Nous sommes à la fin de cette session. Vous qui nous avez suivis depuis la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, merci à ceux qui sont intervenus. Vous pouvez revoir ce cours à volonté sur notre plateforme REMA Learning à travers directement votre navigateur Google ou autre navigateur. Vous pouvez également taper sur YouTube REMA Learning. Vous allez revoir le cours. La procédure d'obtention de certification, parce que c'est un cours certifié, vous pouvez également la découvrir. On va l'envoyer dans la discussion tout à l'heure. Il suffit juste de cliquer sur REMA Learning et vous aurez le webinaire du jour. Vous allez ensuite cliquer sur obtenir l'attestation. Vous allez satisfaire à un certain nombre de conditions et vous aurez votre attestation de participation. Pour d'autres difficultés ou pour des questions, pour des suggestions de communication, vous pouvez nous écrire à travers le contact qui est dans le chat. Merci à tous. Je vous invite à rester également collé à notre application REMA, à nos pages Twitter, Facebook, pour ne rien rater. Bon week-end à tous. Bye bye.